Ici, nos plus grandes épreuves devenaient en fait nos plus grandes forces. C'est une promesse un peu folle, et pourtant c'est celle d'une idée qui est en train de tout changer, la paire aidance. On va décortiquer ça. Voilà, la question de départ, elle est là. Imaginez une seconde. Et si une expérience de vie vraiment difficile, on parle de souffrance psychique, de précarité, si tout ça pouvait se transformer en un véritable atout professionnel? C'est une question qui peut paraître un peu folle, et pourtant elle est au cœur de la paire aidance. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette approche, elle est assez pionnière, elle a été développée notamment à l'université de Mons en Belgique, et elle part d'un principe finalement assez simple. Un parcours qui a été semé d'embûches, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force cachée. Mais alors, concrètement, la paire aidance, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de soutien, d'accompagnement entre des gens qui ont traversé des épreuves similaires. Le mot vraiment important ici, c'est transformation. Une histoire personnelle, même si elle a été très douloureuse, devient une ressource, un véritable outil pour aider les autres. D'ailleurs, pour décrire ce rôle, il y a une image qui est super parlante, c'est celle du passeur. Le père aidant, en fait, il n'est ni tout à fait un produit soin, ni juste un usager. Non. Il est sur le pont, pile entre ces deux mondes. C'est lui qui crée le lien, qui traduit les langages et qui aide ces deux univers qui ont parfois du mal à communiquer, à mieux se comprendre. Maintenant, on va toucher à ce qui est vraiment au cœur de la paire aidance. C'est ce fameux savoir du vécu, ou ce qu'on appelle aussi le savoir expérientiel. Et honnêtement, c'est la clé de tout le système. Et là, on touche à une différence qui est juste fondamentale. D'un côté, il y a le savoir académique, le savoir classique. Celui qu'on apprend à l'école, qui est théorique et qui par nature maintient une certaine distance clinique. Et puis de l'autre côté, il y a le savoir expérientiel. Lui, il ne guide pas de l'extérieur, non, il accompagne de l'intérieur, justement parce qu'il s'appuie sur une expérience qui a été réellement vécue et partagée. Il faut bien comprendre que la paire aidance, c'est complètement inséparable d'une autre idée très forte, la philosophie du rétablissement. Et ça, c'est un vrai changement de perspective. L'objectif, ce n'est plus seulement la guérison au sens médical, la simple disparition des symptômes. Non, on parle d'un processus hyper personnel pour se reconstruire, pour retrouver une vie qui a du sens et pour reprendre sa place dans la société. Cette citation, elle résume absolument tout. Le rétablissement, ce n'est pas une démarche passive, au contraire. C'est une démarche active qui est tournée vers l'avenir, pleine d'espoir. Et le père aidant, justement, il incarne cet espoir. Il est la preuve vivante que le rétablissement, ce n'est pas juste un joli concept abstrait, mais une réalité bien concrète. Alors, pour vraiment comprendre la paire aidance, il faut aussi regarder un peu en arrière, voir d'où ça vient. Parce que ce n'est pas juste une technique de soins qui est apparue comme ça, d'un coup, non. Elle a des racines très profondes, dans les luttes sociales, dans les combats pour les droits et la dignité humaine. Cette évolution, elle s'est faite par étapes. Dans les années 60-70, tout a commencé de manière assez informelle, avec des groupes de parole, des groupes d'entraide autogérés. Et puis, la contestation s'est organisée. On a vu des mouvements plus radicaux, notamment en Italie, qui ont vraiment tapé du poing sur la table pour exiger de remettre la personne au centre du système de soins. Et petit à petit, cette idée, au départ très militante, a fait son chemin jusqu'à obtenir une reconnaissance plus officielle, comme ce qui s'est passé en Belgique dans les années 2010. Et il ne faut pas s'y tromper, même aujourd'hui, la paire aidance reste dans son ADN une démarche militante. Le but, c'est de lutter de front contre la stigmatisation, de se battre pour plus de justice sociale et de bousculer la relation de pouvoir un peu trop classique entre soignants et soignés. C'est une façon très forte d'affirmer que l'expérience vécue, c'est une connaissance légitime et même essentielle. Mais attention, avoir un vécu, aussi riche soit-il, ça ne suffit pas. La grande question, c'est comment on transforme cette expérience un peu brute en une véritable compétence professionnelle. C'est précisément là que la formation entre en jeu. Si on prend l'exemple de la formation pionnière de l'université de Mons, on voit qu'elle est structurée autour de 3 grands piliers. Premier pilier, se construire sa propre boîte à outils, à la fois personnelle et professionnelle. Deuxième pilier, bien comprendre le contexte, les systèmes parfois complexes de la santé mentale et de la précarité. Et enfin, troisième pilier, et c'est l'étape cruciale, la mise en pratique. Ça passe par un stage sur le terrain et aussi par un gros travail sur son propre récit de vie pour apprendre à l'utiliser de manière constructive et pas n'importe comment. Et ce qui est vraiment remarquable avec cette formation, c'est que l'admission ne se fait pas sur les diplômes. Oubliez ça. Le critère numéro 1, c'est le vécu. Et aussi le fait d'être déjà engagé dans son propre parcours de rétablissement. Tout se joue sur le dossier de candidature et pendant un entretien. Et juste pour information, pour donner une idée concrète, la prochaine date limite pour postuler est fixée au 30 juin 2026. Ok, une fois la formation terminée, que fait un père aidant concrètement sur le terrain? Et puis comment est-ce qu'il ou elle s'intègre dans une équipe déjà en place? En fait, ces missions sont très variées. Ça peut aller de l'accompagnement individuel d'une personne ou de sa famille jusqu'à l'animation de groupes d'entraide. Il y a aussi, bien sûr, ce rôle clé d'intermédiaire avec les équipes soignantes.
Et ça peut même aller jusqu'à mener des actions publiques pour lutter contre les préjugés. Et pour faire tout ça, évidemment, il faut des compétences fondamentales. L'empathie, l'écoute active, bien sûr, mais la formation insiste beaucoup sur un point qui est peut-être plus subtil, mais qui est essentiel, la juste distance. C'est tout un art, savoir être suffisamment proche pour comprendre, mais sans se laisser envahir par l'émotion de l'autre. Savoir s'impliquer, mais sans se noyer. Évidemment, l'intégration d'un père aidant dans une équipe, ça ne se fait pas toujours sans heurts. Ça peut soulever des défis. Par exemple, face au scepticisme de certains professionnels, la solution, c'est le dialogue, pour bien expliquer la plus-value du savoir expérientiel. Si le rôle semble un peu flou au début, alors il faut prendre le temps de co-définir les tâches et les limites avec toute l'équipe. Et, un point crucial, pour que sa légitimité soit bien assise, le soutien clair et visible de la direction est absolument indispensable. Et s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est celle-ci, le respect absolu du secret professionnel. C'est une règle d'or, une balise éthique qui n'est pas négociable. Concrètement, ça veut dire que tout ce qui est confié à un père aidant reste confidentiel. Point. Exactement au même titre qu'avec un médecin ou un psychologue. Même si le statut légal est encore en train de se construire, en Belgique, sur le plan de la déontologie, il n'y a aucune différence avec les autres professionnels. Allez, pour finir, prenons un peu de recul. Au fond, en quoi est-ce que cette idée de père aidance vient bousculer notre vision du soin, et peut-être même de la société en général? Ce que la père aidance nous montre, c'est l'immense valeur du savoir expérientiel dans le monde du soin ou du social. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là? On peut se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait valoriser ce type de savoir dans d'autres domaines? Je pense à l'éducation, au monde de l'entreprise, et pourquoi pas même en politique. La question, elle reste ouverte, et franchement, elle est passionnante.